Les lundis de l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Eh bien, bonjour. Sujet grave aujourd'hui, les persécutions nazies. Les persécutions nazies sont plus que jamais à l'ordre du jour. Dans le roman, vous voyez Les Bienveillantes ou le Karski de Haenel, et dans l'histoire. On n'en finit pas de les découvrir, non seulement dans leur idéologie, mais dans leur pratique et leur étendue. Je reçois aujourd'hui 2 jeunes historiens qui se sont attachés à des aspects méconnus de cette tragédie. Dans Triangle rose, Regis Schlagdenhauffen retrace l'histoire de et c'est son titre, la persécution nazie des homosexuels et sa mémoire, avec une préface d'Annette Wiewiórka. Et ce livre vient de paraître en 2010 aux éditions Autrement. Regis Schlagdenhauffen parle de leur déportation, la déportation des homosexuels, de leurs conditions de vie dans les camps, où ils étaient particulièrement stigmatisés. Surtout, il analyse les préjugés qui ont freiné la prise en compte de leur existence, la reconnaissance de leur identité, visibles ces résistances, dans les obstacles récurrents à leur commémoration publique, qu'elle soit de papier ou de pierre. C'est un livre très neuf qui s'inscrit dans une historiographie encore jeune, celle du genre et des homosexualités. Regis Schlagdenhauffen, vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg et docteur en philosophie de l'Université Humboldt de Berlin. Merci de votre présence. Laurent Joly, dans un livre qui s'appelle « L'antisémitisme de bureau, enquête au cœur de la préfecture de police de Paris et du commissariat général aux questions juives 1940-1944, livre qui est paru en 2011 chez Grasset, eh bien, Laurent Joly, lui, démonte les mécanismes de ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme ordinaire, celui des bureaux, anciens ou récents, qui géraient les questions juives. Son livre est un extraordinaire travail d'archives sur les archives, une micro-socio-histoire précise, rigoureuse, au scalpel, qui nous introduit au cœur, c'est son expression, des administrations qui ont organisé, mis en œuvre l'extermination des Juifs par le recensement, le fichage, le contrôle, prélude à la rafle et à la déportation. On sort de la lecture de ce livre épouvanté, atterré par la banalité du mal, peut-être plus lucide aussi, sur la perversion possible des pratiques policières les plus communes. Laurent Joly, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes rattaché au centre à Paris 1, je crois. Non, centre de recherche d'histoire quantitative de Caen. Voilà, au centre de recherche et d'histoire quantitative de l'université de Caen. Pardonnez-moi, en effet, et c'est important de rendre hommage à l'université de Caen. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de son histoire institutionnelle et policière. Vous avez consacré une biographie à Xavier Vallat, qui est paru chez Grasset en 2001. Un livre à Vichy dans la solution finale, qui est paru aussi chez Grasset en 2006. Et un ouvrage, peut-être plus insolite, enfin qui dit moins peut-être immédiatement, intitulé Louis Sadowski, brigadier-chef au RG à Berlin en 1942. Chronique d'une détention par la Gestapo. Et ce livre-là est paru au CNRS en 2009. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Parce que peut-être ça dira moins à nos auditeurs. Oui, il y a un lien assez ténu, mais quand même existant entre ce travail et celui dont je vais vous parler. Louis Sadowski était le chef du rayon juif des RG. Donc le rayon juif des RG, c'est lui qui s'occupait du contrôle politique des juifs étrangers en région parisienne. Et avant-guerre, il s'était occupé des Allemands. Et donc ce fonctionnaire policier collabo pendant la guerre, qui va traquer les juifs, il va arrêter plusieurs centaines de juifs. Au total, la section des RG qui s'occupe des juifs va en arrêter 5000. Et bien en 1942, il est arrêté par la Gestapo parce qu'avant-guerre, il s'occupait des Allemands. Et il est donc envoyé à Berlin pour une affaire d'espionnage sur laquelle il est interrogé, et il va
Il va, en gros, pour faire simple, trahir à la fois ses anciens informateurs, qu'il va livrer à la Gestapo, et également quelques collègues. Donc c'est pour ça qu'il va pouvoir revenir en France et établir ce rapport, justement un rapport assez hallucinant, par le peu de réflexivité et par la précision du propos. Tout à fait passionnant, ça donne tout à fait envie de lire ce livre. Mais venons au présent livre d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'antisémitisme de bureau. Je voudrais vous demander ce que vous avez voulu faire dans ce livre, ce que vous avez voulu montrer. Est-ce qu'il y a des précédents? Est-ce qu'on a déjà travaillé sur ces questions-là? Évidemment, je pense aux travaux de Marc-Olivier Baruch sur l'administration sous Vichy. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Je suis vraiment un produit de cette nouvelle tendance historiographique. Le disciple de Marc-Olivier Baruch. En quelque sorte, parce que le livre de Marc-Olivier Baruch est sorti en 97, j'étais en DUG. Et c'était pour moi ce qui était nouveau et à faire sur Vichy. Et quand j'ai voulu faire un DEA puis une thèse, je voulais travailler sur l'administration, mais pas n'importe quelle administration. Je voulais travailler sur l'administration antisémite. Donc j'avais d'abord fait une thèse sur le commissariat général aux questions juives, mais la thèse que j'ai faite était plutôt orientée sur une histoire politique du commissariat aux questions juives. Et quand je suis rentré au CNRS, je voulais travailler sur l'administration, mais sous un certain angle. Pour moi, l'administration dans un État autoritaire, dans une situation exceptionnelle qui est celle de l'occupation, elle se caractérise par une tension. D'ailleurs, il y a ça dans le Troisième Reich, il y a ça dans tous les États dictatoriaux qui succèdent à une révolution. C'est qu'il y a une tension entre une administration qui est en place, avec lesquelles le nouveau pouvoir est obligé de faire avec, sur lesquelles il doit s'appuyer, et puis des institutions nouvelles qui sont créées spécialement pour servir la politique du nouveau régime. Et là, on est bien servi, si l'on peut dire, puisqu'il y a le service juif de la préfecture de police de Paris, et puis le fameux commissariat aux questions juives. Général aux questions Donc là, effectivement, j'avais pour éclairer cette problématique, le service juif de la préfecture de police de service juif, c'est le résumé du langage bureaucratique quotidien, ça s'appelle la sous-direction des affaires juives de la préfecture de police de Paris, qui fonctionnait avec 150 agents, et qui avait pour mission, pour l'essentiel, de contrôler la population juive vivant en région parisienne. C'est 150 000 personnes qui sont déclarées à l'automne 40, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on considère comme étant la communauté juive de l'époque. Donc, pour l'essentiel, c'est le contrôle, puis après, ça va être l'organisation des rafles. Et puis, de l'autre côté, le commissariat aux questions juives, qui est une instance politique de création politique, puisqu'elle est créée, le commissariat aux questions juives est créé à la demande des autorités allemandes en 1941, et qui a pour mission d'épurer la France des Juifs, spoliation, exclusion professionnelle, nouveau recensement en zone sud. Donc, ça a une finalité politique. Il est créé pour persécuter les Juifs, alors que la préfecture de police de Paris est une vieille administration et le dossier juif vient s'ajouter au travail ordinaire de cette administration et en l'espèce du fameux service des étrangers. Alors il y a quelque chose de tout à fait presque curieux. Vous dites que vous avez beaucoup plus d'archives pour le commissariat général aux questions juives, celui de Xavier Vallat, d'Arquier de Pellepoix, etc., que sur le service de la préfecture de police. Comment ça se fait ? Alors, il y a différentes raisons. D'abord, les archives du commissariat aux questions juives, elles ont été intégralement reprises à la Libération par un nouveau service qui s'appelle le service de restitution des biens juifs. Donc, il a bien fallu conserver les archives de la persécution pour faire œuvre de restitution. Donc, ça, c'est un aspect de la chose qui fait qu'on a des milliers et des milliers de cartons. C'est 6000 cartons, les archives du commissariat aux questions juives. Aux archives nationales ? Aux archives nationales. Plus curieux et plus, pas une anomalie, mais presque, les dossiers du personnel du commissariat aux questions juives, il y a eu 2500 personnes qui ont été entre 41 et 44 salariés par le commissariat aux questions juives. 2500 personnes. 2500 personnes au total. Considérable. Oui, le commissariat fonctionnait avec 1000 agents au quotidien. Il y avait un roulement de personnel, donc c'est vraiment considérable. Tous les dossiers, ou presque tous, c'est quelques centaines qui ont disparu, mais enfin, vous avez 2239 dossiers, pour être précis, qui ont été conservés. Et c'est une source, on n'a pas l'équivalent d'avoir une institution où on a tous les dossiers de carrière, y compris de la dactylo. Il n'y a pas ça pour d'autres institutions. Oui. Alors que, à la préfecture de police de Paris, curieusement, on a peu de choses. Alors, on a peu de choses parce qu'il y avait eu une circulaire en 1946 ou 1947 qui ordonnait aux administrations de détruire tous les dossiers qui avaient trait à la persécution, à une discrimination raciale entre Français.
étrangers, français, enfin tout ce qui était de la discrimination. Fallait pas garder ça dans les archives. Il n'y avait pas des raisons un peu politiques aussi, peut-être, de faire disparaître Alors, on peut une peut-être action considérer qu'effectivement, quand même... il y a eu une application assez extensive, puisque même les dossiers, on va dire courants, ont été en grande partie également détruits. C'est pas que les dossiers nominatifs de juifs qui ont été détruits. Donc ça, le recensement des juifs a conduit à des fichiers, ce qu'on connaît mieux, mais surtout à la constitution de dossiers qui suivaient des individus. Ça n'existe plus. Oui. Ça n'existe plus. Ce qui est très intéressant, c'est justement les débats qu'il y a pu y avoir sur le ou les fichiers juifs. C'est presque une question mémorielle qui s'est débattue il y a quelques années. Comme on n'aura pas beaucoup l'occasion d'en reparler, pouvez-vous nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire du fichier juif où Serge Klarsfeld, qu'il faut saluer, de l'action est si importante, et René Raymond, grand historien, qui n'avait pas tout à fait la même position à cet égard. Oui, c'est une affaire, moi je me rappelle très bien, ça avait vraiment fait la une de l'actualité pendant quelques jours. Dans les années 90, au début des années 90, Serge Klarsfeld dit qu'il a retrouvé le fameux fichier de recensement, ce qu'on appelle le fichier Tullard, le fichier de recensement des Juifs de 1940. Il a retrouvé ça dans les archives des anciens combattants. Donc, sachant qu'il n'avait vu qu'une partie, il avait peut-être vu qu'une ou deux fiches, et il fait une grande déclaration. Donc, on a retrouvé, alors il y a toute une polémique, un peu paranoïaque, on dit on nous a caché des archives, et puis surtout, où va aller ce fonds? Est-ce qu'on va le mettre aux archives nationales? Est-ce qu'on va le déposer, comme, d'après Klarsfeld dit, c'est la dernière trace des Juifs, il y a une charge symbolique, des Juifs qui ont été raflés, qui ont été déportés, c'est une trace. Donc il faut le mettre au mémorial ça s'appelait pas encore mémorial de la Shoah, c'était le centre de documentation juive contemporaine. Et donc il faut le déposer là. Il y a la nomination d'une commission. Jacques Lang, ministre de la Culture à l'époque, décide de nommer une commission d'historiens présidée par René Raymond pour savoir où va aller ce fonds. Et les historiens de la commission, Jean-Pierre Azéma et André Caspi, se rendent compte qu'on n'a pas affaire au fameux fonds. C'est pas le grand fichier juif de recensement de 1940, et ils concluent que c'est autre chose. D'abord parce que il n'y a que des fiches de personnes qui ont été déportées, internées ou déportées. Donc déjà, il y a un doute sur c'est pas le fichier de recensement de 1940. Et donc, il conclut que ça ne peut pas ni être ce fichier-là, ni émaner, et c'est là où tout le débat a porté, ni émaner du fichier originel de 1940. Donc, il y a le rapport Raymond publié. Voilà, je passe sur les détails. Pas dans le détail. Donc, voilà. Donc, il conclut que c'est autre chose, que c'est un fichier. Alors, il dit c'est un fichier de contrôle. Bon, un fichier qui en réalité n'a pas existé. Ce que c'est en réalité... Alors vous qui avez vu ça de près, quelles sont vos conclusions? Alors justement? ma conclusion, c'est que ça... D'abord qu'il faut éviter c'est vrai que ce débat a porté sur une essentialisation du fichier de 1940, comme si on pouvait retrouver le fichier originel dans son état. Donc ça, il y avait un fantasme autour de ça. Oui. Un fichier, ça vit. Un fichier, c'est tenu à jour. Un fichier, c'est annoté. Et ce que l'on a, c'est le produit de ça. C'est-à-dire que c'est le fichier d'origine qui a été transformé pour devenir un fichier des internés et des déportés à la Libération, et qui a été transmis au ministère des Anciens Combattants pour faire valoir des droits aux individus. Donc voilà, au final, on a quoi? On le retrouvait au ministère des Anciens Combattants. Oui, il avait été confié en 1948, mais au final, on a quoi? On a un fichier, pour prendre juste le fichier, pour faire simple, il y a 3 fichiers, mais le fichier le plus connu, c'est le fichier individuel, le fichier, ce qu'on appelle le fichier général de 1940. Donc c'était 150 000 personnes qui avaient 150 000 personnes. On a, en gros, aujourd'hui, 50 000 fiches. 50 000 fiches, dont 40 000 fiches, pour être précis, 40 000 fiches d'origine du recensement de 1940. Et c'est intéressant parce qu'on voit, alors j'ai fait un traitement, j'ai pris un échantillon de 1000 fiches avec un traitement informatique, et on voit vraiment la gestion, le contrôle des Juifs et l'usage que l'on peut faire du recensement, par exemple, quand on veut organiser une rafle. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué pour les bureaucrates que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, ce fichier, il aide à voir les différentes strates
de voir comment on tient à jour un fichier, comment à un moment donné, on en fait un autre en 1941, parce que les informations qui sont dans le premier, elles sont pas assez complètes. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes informations dans l'autre. On est au cœur de toute la complexité du fonctionnement bureaucratique. Il me semble, si bien compris, que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y avait pas de recensement des gens en tant que juifs dans l'administration française. Juif, c'était considéré comme une religion, donc c'était privé, donc il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que la bureaucratie se dit, mais qui sont les Juifs en France ? Absolument, c'est pour ça que André Tullard, qui est chef de bureau au service des étrangers... Oui, qui est en place, lui. Quand on lui confie le recensement des Juifs, il est assez perdu, parce que il le dit, il fait une note, il dit, mais j'ai pas de documentation fiable. La seule chose qui existe, c'est des brochures antisémites qui sont pas objectives. Donc, comment je fais pour... Alors, et qui est juif ? Qui est juif ? Et parce qu'en plus, on lui demande au départ d'évaluer combien il va y avoir d'entreprises. Donc lui dit, j'ai pas les éléments pour... En fait, ils ont des éléments et ils vont les utiliser pendant la guerre. Parce que dans les dossiers, le service étranger de la préfecture de police de Paris a en main l'un des instruments les plus élaborés de contrôle des étrangers, qui s'appelle le casier central, donc qui réunit à la fois les dossiers et les fichiers des étrangers. Et dans cette documentation, il y a parfois des informations sur la religion. Oui. Par exemple, les réfugiés juifs d'Allemagne, dans leur dossier, il est clairement fait mention qu'ils sont juifs et qu'ils sont persécutés. Donc, l'administration a des outils qu'elle va ou pas utiliser. C'est là où on voit la marge de manœuvre de bureaucrates dans un contexte... Donc voilà, mais pour l'essentiel, l'administration va s'appuyer sur les déclarations des individus. Ça. Voilà. On va envoyer des déclarations, on va demander aux gens de se déclarer. Voilà, les Allemands donnent l'ordre, à la fin de septembre 1940, donnent l'ordre aux Juifs de se déclarer dans les commissariats de police. Et c'est comme ça que l'administration va avoir l'essentiel des informations. J'avais reçu il y a quelque temps Claire Zalk, qui a fait un remarquable travail sur la manière dont ça s'était passé pour les Juifs dans le nord de la France. Et c'était hallucinant ce qu'elle raconte aussi. C'est la plupart des Juifs pensent qu'il faut en effet se déclarer, parce qu'autrement on n'existe plus si on ne se déclare pas. Et peu échappent finalement. Et on ne sait pas exactement combien ne se sont pas déclarés. Mais il y a le fait qu'effectivement, c'est vrai qu'on dit souvent, mais pourquoi les Juifs se sont déclarés ? Il y a deux choses. D'une part, il y avait la proportion des Juifs étrangers en région parisienne, je crois que c'est à peu près 40 ou 50%. Enfin, donc, les étrangers, ils sont habitués à être contrôlés, à être recensés. À la fin août de 1940, il y a un recensement qui est ordonné, et au 1er octobre 1940, c'est-à-dire dans la temporalité, on est très proche du recensement des Juifs. Il y a 123 000 étrangers de plus de 15 ans qui sont recensés en région parisienne. Sur ces 123 000 étrangers, le tiers, c'est des Juifs. Donc des gens qui, quelques semaines plus tard, vont à nouveau se déclarer comme Juifs cette fois-ci. Donc ça fait partie de quelque chose à laquelle... Et puis, autre explication... D'une certaine manière, la pratique du recensement des étrangers, en l'occurrence, a été un chemin vers le recensement des Juifs. Absolument. Là, pour la région parisienne, la région parisienne est quand même un lieu de concentration des étrangers et où l'administration a inventé et mis en œuvre des outils de contrôle qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut faire en province. Là, on a vraiment un instrument. Et donc, le recensement de fin août, septembre 1940 des étrangers, je crois pas qu'il ait lieu ailleurs en France. Je crois que c'est une spécificité de la préfecture de police de Paris. Et puis aussi, l'ordonnance allemande qui ordonne aux Juifs de se recenser, elle prévoit des sanctions. Enfin, ça peut paraître... La mesure du danger pour les gens ne savent pas que plus tard, ils risquent vraiment leur vie. Mais, bien sûr. L'immédiat, c'est, si je me recense pas, je risque des sanctions. Donc c'est pour ça que la plupart des gens se recensent. Alors puisque nous sommes dans ce bureau 91 qui était dans l'aile ouest de la préfecture de police, restons-y. Qui gère ce bureau ? Et comment ça se passe pour... Les gens sont convoqués, ils viennent et on leur pose des questions, on les traite comment ? Vous racontez beaucoup de choses à ce sujet. J'aimerais qu'un instant... Alors moi, ce que je voulais, c'était travailler sur les pratiques de l'administration et
quand on change, quand on se place à cette échelle-là, ce que pense un bureaucrate, comment il travaille, il faut le prendre à l'échelle de l'unité administrative à laquelle il appartient. C'est ça son horizon. C'est le bureau auquel il appartient. D'ailleurs, quand vous interrogez des anciens bureaucrates, j'en ai interrogé, ils se souviennent plus de leur chef de service, ils se souviennent de leur chef de bureau, du bureau de leurs collègues, c'est-à-dire de l'unité administrative d'appartenance. Donc, le bureau 91, c'est le seul service qui existe où il y avait une confrontation directe. Par exemple, le commissariat aux questions juives, les bureaucrates ne voient jamais de Jamais juifs. les gens. Jamais les gens. Oui. Le service juif de la préfecture de police de Paris, il a en gros deux missions. La première, c'est faire les fichiers, c'est classer, c'est organiser les races, c'est faire de la correspondance des fonctionnaires qui ne voient pas leurs victimes. Moi, ce que je voulais voir, c'est étudier, c'est comment des bureaucrates, des agents de l'État, quelles sont les interactions avec les objets de leur mission administrative. Et donc, le bureau 91, c'est le bureau qui, alors, je l'ai appelé bureau 91 de manière un peu idéale typique. Il s'appelait comme ça, quand même. Oui, c'était pour l'essentiel, mais ça a été le bureau 89 pendant 2 ans et demi, le bureau 91. Mais bon, voilà, d'un point de vue, c'est le service de la réception du public. Alors, ce qui est terrible, c'est que vous dites, c'est le service des cas douteux. Alors, à la fois, service des cas douteux. C'est-à-dire ceux dont on n'est pas sûr qu'ils sont juifs, qu'on convoque, et on va essayer de savoir où les classer. Et là, les policiers qui sont là, les bureaucrates qui sont là, ont un pouvoir dont ils ne se rendent même peut-être pas compte. Parce que s'ils disent il est juif, le destin des gens en découle. Si on veut étudier ce que c'est la dimension discrétionnaire de fonctionnement de l'État, là, c'est un objet magnifique. D'autant plus que j'ai rencontré un ancien bureaucrate de ce service, du bureau 91. Jacques C. Vous avez interviewé. Jacques C, un horrible bonhomme qui est décédé, mais qui était encore... Enfin, on passait 2 heures avec lui, on était dans le bureau 91. C'est ça. Avec les blagues de bureau qui vont avec donc, c'est un service qui donc accueille les cas douteux, donc des gens qui d'eux-mêmes veulent revenir au moment où ça commence à devenir dangereux en 41-42 sur leur déclaration. Donc disent « je me suis déclaré mais en fait je suis pas juif ». Les cas douteux qui sont identifiés par l'administration, par exemple quelqu'un qui va au service de la carte d'identité, qui demande sa carte d'identité, mais il a un nom, il dit « tiens, c'est bizarre votre nom », et donc qui transmet au bureau 91. Les personnes qui sont arrêtées, qui sont pas déclarées, qu'on amène aussi à ce service, et puis aussi tous les convoqués de manière interne. C'est-à-dire que l'administration va étudier les dossiers et va voir s'il y a des situations un peu bizarres. Voilà. Dire, tiens, la personne s'est déclarée, mais n'a pas déclaré sa femme. On va donc convoquer la femme. Donc, plein de situations, ce qui fait qu'il y a des milliers de personnes, pendant plus de peut-être 20 000, 30 000, mais c'est vraiment des milliers qui sont convoqués pendant toute la guerre à ce service. Et ce que vous analysez bien, c'est qu'il s'agit d'un pouvoir bureaucratique. Dans ce bureau-là, on ne bat pas les gens. On les injurie quelquefois. Et il y a des remarques épouvantables sur c'est de la racaille, après tout. Bon. Et il y avait un chef de bureau qui a été d'ailleurs à l'épuration puni, enfin Dieu merci, qui était terrible quand même. Oui, c'était un gardien de la paix qui était détaché. Alors la cantonade, il disait, parfois il en a. C'est vrai que c'est un bureau qui était soumis à une grande agitation en 41-42. Il y a énormément de monde qui vient. Ils accueillent 200-300 personnes par jour. Donc ils sont énervés. Et donc à un moment donné, il le dit plusieurs fois. Ce qu'il faudrait, c'est un égout collecteur qui parte directement du bureau dans la Seine. Comme ça, je serais débarrassé des Juifs. Donc il injurie les gens. On est aussi dans un univers qui est totalement masculin. C'est que des hommes. Donc il y a aussi des blagues de bureau. Par exemple, quand il y a une femme qui est demi-juive, excusez-moi ce mot atroce, si elle se marie avec un juif, elle devient juive. Alors, ils disent, vous mariez pas avec un juif, vous devenez juive. Vous voyez, plein de blagues comme ça. Donc, vraiment c'est assez épouvantable. C'est assez épouvantable. Et en plus, comme il y a des instructions qui viennent du haut pour être sévères, donc vous avez tous les ingrédients. À la limite, ils veulent faire du chiffre. Il faut faire du chiffre. En plus, il faut retrouver, à un moment donné, les personnes qui ont échappé à la rafle du Veldiv. Quand elles viennent au bureau, il y a instruction. Par exemple, un Polonais qui a évité la rafle du Veldiv et qui est donc dans la catégorie des personnes déportables. Eh ben, les bureaucrates, ils ont l'instruction de les déférer au RG.
pour les arrêter. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une pratique qui soit très sévère. Oui, c'est un des aspects les plus passionnants de votre livre. Je pense à ce que Michel Foucault disait un jour, il faudrait faire l'étude de dossiers, d'examens. Je trouve que votre travail, de ce point de vue, est étonnant. Alors, si on regarde du côté du Commissariat général aux questions juives, qui lui procède d'une volonté allemande, qui est plus idéologique, dans un certain sens. Au fond, à la préfecture de police, ils n'ont pas tellement d'idéologie. Tandis que là, est-ce que, rapidement, vous pouvez nous dire comment ça se passait, là? Alors, le Commissariat aux questions juives, c'est effectivement une administration politique à la base, mais dont l'évolution... c'est là où on voit l'autonomie des logiques institutionnelles, parce que le Commissariat aux questions juives est d'abord créé pour faire des lois antisémites et les encadrer. Le nouveau statut des Juifs, un nouveau recensement. Donc, c'est eux qui s'occupent de la rédaction des mesures. Absolument. Donc tous les décrets d'interdiction, avocats, médecins, la création de l'UGIF, l'Union Générale, c'est le Commissariat aux questions juives. Mais le Commissariat aux questions juives se voit confier la tâche de gérer la spoliation des biens juifs. Total, 50 000 procédures au total qui vont être de près ou de loin gérées par le Commissariat aux questions juives. Donc ça devient une sorte de grande bureaucratie, donc qui fonctionne comme une bureaucratie, c'est-à-dire que effectivement les modes de recrutement empruntent les chemins des réseaux antisémites, mais pas que. Pas que. Le Commissariat aux questions juives, il a cette double dimension institutionnelle, à la fois une institution politique, mais aussi une expression traditionnelle où on recrute un peu le tout venant, les gens qui cherchent. Alors, j'ai remarqué qu'un tiers du personnel, c'est des gens qui venaient déjà d'autres institutions précaires. Donc le Commissariat aux questions juives, c'est ce type d'administration un peu nouvelle, un peu comme il y en a plein sous Vichy, et qui recrutent. Et justement, vous posez une question très intéressante. Est-il possible de faire carrière dans ces administrations, aussi bien dans le bureau de la préfecture de police, est-ce qu'on a de l'avancement, si on se débrouille bien avec la question juive, et dans le commissariat général aux questions juives? Ce que vous montrez, c'est qu'il y a eu des volontaires, hein. Puis il y a eu aussi des gens comme ça, parce qu'ils cherchaient un boulot. Quel est le bilan? Ce qui est fascinant quand on compare ces deux types d'administration, c'est que les modes d'accès au poste supérieur, l'avancement dans la carrière, et donc les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour avancer dans la carrière, elles empruntent des chemins différents. À la préfecture de police de Paris, c'est l'administration, donc c'est beaucoup plus lent. Donc, mais il y a quand même moyen, surtout dans le dossier juif. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est de voir qu'il y avait des fonctionnaires qui étaient là, qui étaient formés au dossier étranger et qui se spécialisaient dans le dossier juif, notamment ce fameux André Brock, qui fait une thèse de droit sous la direction d'Achille Mestre. Un intellectuel sur la qualification de juif. Donc, alors là, on est typiquement dans la logique du bureau 91. Qui est juif, qui ne l'est pas? Et il investit ça et ça lui permet d'être promu et de prendre la tête du service personne qui gère directement le bureau 91. Et lui, il sera un chef de bureau impitoyable. Donc, il y a possibilité, c'est plus lent. Au commissariat aux questions juives, il y a possibilité de progression qui sont sans commune mesure. Donc, quelqu'un qui est ambitieux. De gagner davantage d'argent. Et gagner, du coup, davantage d'argent. Il faut 20 ans à la préfecture de police de Paris, par exemple, pour devenir chef de bureau quand on est rédacteur. En gros, hein. Au commissariat aux questions juives, il suffit d'1 an ou 2. Donc, j'ai compté sur les 2000 et quelques agents du CGQ, vous en avez 1 sur 10 qui ont progressé de 2, ce que j'appelle catégorie, c'est un peu impropre, mais en gros, qui passent d'auxiliaire à rédacteur ou de rédacteur à chef de service, avec les émoluments qui vont avec et qui ne sont pas négligeables. Donc, pour les gens qui sont ambitieux, c'est formidable, le commissariat. Donc, vous avez 2 types d'agents. Alors, 2 questions assez rapides. Est-ce que vous avez constaté une évolution, mettons à partir de la fin 42 ou 43, est-ce qu'ils ralentissent le zèle ou est-ce qu'ils l'augmentent? Est-ce qu'ils sont conscients de quelque chose? Et puis ma deuxième question, rapide aussi, qu'est-ce qu'ils sont devenus à la Libération? Il est clair, mais ça Marc-Olivier Baruch l'avait très bien montré dans sa thèse, que les administrateurs voient la situation et adaptent leur travail à ce qu'ils perçoivent de l'évolution de la situation. Mais moi, je vous constate que Guillemot, par exemple, on en a parlé, les plus collabos, les plus violents,
ce sont eux qui vont être un peu plus, qui vont aider des personnes, qui vont se calmer en quelque sorte après novembre 42. Et du coup, ça les empêchera pas pour certains d'être épurés. C'est le cas de Guillemot, qui est le seul qui a vraiment été épuré, qui a dû quitter l'administration, qui a même été condamné à 5 ans de travaux forcés pour la violence avec laquelle il tapait pas les gens, mais il les insultait. Donc du coup, tout le monde lui est un peu tombé dessus. C'était un peu j'exagère un peu, mais le bouc émissaire, tout le monde s'est défaussé sur lui pour un peu excuser ce qu'il avait fait. Mais les autres, la plupart, donc Jacques C, dont je vous ai parlé, André Brock, sont des gens qui se considèrent pas comme collabos, qui appliquaient en plus la loi française. Eux, ils ont fait leur travail jusqu'au bout, sans varier. Ça, c'est fascinant. Et quand je discutais avec Jacques C, il me disait, mais moi, j'étais obligé de faire mon travail, parce que vous savez, et puis surtout, à la fin, les Allemands, ils venaient, il y avait, si je faisais pas bien mon travail, je pouvais me faire... Et selon vous, quelle est la marge de manœuvre qu'avaient ces gens Elle était énorme. Et c'est là elle était énorme. Elle est énorme, mais en même temps, c'est dans un cadre de contrainte aussi. Parce que c'est quand même très contrôlé par les Allemands. C'est contrôlé. Les Allemands ne viennent pas souvent, mais il y a un chef de bureau, le fameux Pierre Vessette, le prédécesseur de... Bon, c'est ce qu'on appelle, en langage bureaucratique, on dit c'est un dur. Lui, il est dur. Et c'est le règlement, c'est le règlement. Donc, il y a une configuration qui prête peut-être pas, mais malgré tout, les possibilités de laisser dormir des dossiers sont très importantes. Très, très grandes. Et puis de classer ou de ne pas classer. De classer ou de dire, donnez-moi telle pièce, je vous donne 4 mois, et par le jeu des délais, les gens peuvent disparaître dans la nature. Donc il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Oui, c'est un grand livre, Laurent Joly, que le vôtre, pas seulement sur la question de l'antisémitisme et la Deuxième Guerre mondiale, mais même sur, en effet, l'histoire politique des bureaux et de leur fonctionnement. Ça fait réfléchir beaucoup de choses. Je rappelle le titre de ce livre, Laurent Joly, l'antisémitisme de bureau, enquête au cœur de la préfecture de police de Paris et du commissariat général aux questions juives 1940-1944. Livre qui est paru chez Grasset. Alors nous allons maintenant aborder un autre aspect des persécutions nazies, avec vous, Régis Schlagdenhoffen, Triangle rose, mais auparavant, nous allons entendre une chanson que vous nous commenterez. Prisonnier de nos costumes zébrés et maquillé pour la soirée, jeune garçon si mignon, triangle rose au revers du veston, nous leur servirons de giton. Une poignée d'officiers qui font de nous leurs amants préférés, nous souillent jusqu'à la nausée et nous fouettent, nous maltraitent et s'acharnent sur nos vivants squelettes, nous brûlent de leurs cigarettes. Un aller sans retour, séparés pour toujours, on était pourtant si bien ensemble. Un aller sans retour, car il a fallu qu'un jour la guerre éclate et tout tremble, mon amour. Régis Schlagdenhoffen, quel est votre commentaire de cette chanson ? Tout d'abord, je connaissais absolument pas la chanson auparavant, donc je la découvre en même temps que vous. Donc le titre est Triangle rose, le même titre que celui qu'on a choisi pour mon livre par ailleurs. Et donc ce qui est intéressant dans cette chanson, je pense, c'est qu'elle il y a un aspect quelque peu réaliste dans les paroles qui me rappelle les stratégies employées par les déportés au Triangle rose, donc les déportés homosexuels qui, pour survivre, devaient développer d'autres stratégies que les autres catégories de déportés. Et l'une d'elles était effectivement s'en remettre à
à des déportés déteneurs de fonctions et avoir des relations affectives, voire sexuelles avec eux, effectivement, et c'est ce qui revient, enfin, c'est ce qui est mis en avant, pas exactement dans la chanson, étant donné que là, le chanteur a fait appel à une sorte d'imaginaire qui était assez développé d'ailleurs au lendemain de la guerre, et c'était ces relations qui pouvaient exister justement entre les SS, les relations homosexuelles entre les SS et les déportés, dont j'ai pas réussi à trouver trace dans les recherches que j'ai effectuées. Donc il y a effectivement un aspect quelque peu historique dans cette chanson, et que je ne trouve pas faux, et aussi une partie liée à un certain imaginaire, et qui revient sur cette question d'homosexualité qui est un peu employé à toutes les sauces, à l'époque et même avant. Oui, puisque vous en parlez, parlons-en tout de suite de cela. C'est vrai qu'il y a eu souvent l'idée que les nazis étaient volontiers homosexuels. Et le film de Visconti, Les damnés, qui est un grand film, mais en même temps, c'est un film à critiquer. Tout de même, parce qu'il donne une image qui n'était pas du tout la réalité. Le nazisme persécutait les homosexuels. C'était pas du tout l'idéologie nazie que de prôner l'homosexualité. Donc, je trouve que les ambiguïtés même de la chanson sont intéressantes à commenter. Alors, ce que je voulais vous demander, c'est Triangle rose, c'est le titre de votre livre, donc, La persécution nazie des homosexuels et sa mémoire, avec une préface d'Annette Wiewiórka, parue aux éditions Autrement en 2010, dans une collection Sexe en tout genre, dirigée par Louis-Georges Tin, qui fait beaucoup pour le développement des études sur le genre et sur l'homosexualité. Triangle rose, à partir de quand est-ce que ce symbole du triangle rose apparaît ? Très bonne question, 1937. 1937, à et Dachau comment ? ou Dachau. Oui. Donc dans ce camp de concentration qui était près de Munich, c'est apparu un peu fortuitement, cette classification-là. C'est pas l'administration qui est véritablement à la base. Enfin, ça vient pas d'en haut, mais ça vient plutôt d'en bas. C'est-à-dire que vient un moment où il s'agit de véritablement catégoriser les internés dans les camps avec un signe visible qui va permettre d'une part une identification de la part de la SS, mais aussi une identification à l'intérieur du camp entre les internés qui vont pouvoir plus ou moins se jauger en fonction du triangle, qu'il soit vert ou rouge. Et le triangle rose, c'était un triangle porté par très peu de déportés. Oui, et vous avez dit Dachau 1937, ce qui montre que la persécution des homosexuels a commencé tôt. Bien avant. Bien avant, oui. En 35, dès le lendemain de la nuit des longs couteaux, à proprement parler, là, il y a eu les grands moments de la persécution des homosexuels en Allemagne, c'est-à-dire des rafles, justement, dans des bars ou dans des cafés, des lieux de rencontre ou des restaurants. Et c'est à ces moments-ci, donc dans les années 35, qu'il y avait un nombre particulièrement élevé d'homosexuels dans les premiers camps de concentration. Et ensuite, il a diminué assez rapidement pour atteindre un taux très bas, vu qu'on n'a jamais plus d'1% des internés qui sont des homosexuels à partir de la guerre. Oui. Est-ce que, enfin, peut-être c'est une question qu'on posera tout à l'heure, mais est-ce que l'on peut parler de génocide des homosexuels ? Non, non. C'est pas du tout une expression qui... Mais c'est une expression qui eut cours, effectivement. Oui, c'est ça. Dans les années 80 tout particulièrement. Oui. J'étais encore un peu jeune, donc j'étais pas en plein dans les années 80. Certes. Mais à ce moment-là, il y avait effectivement cette expression homocaust, donc qui était employée un peu en France, apparemment plus particulièrement en Italie par exemple, où il y avait d'autres types de revendications, mais il y avait cette volonté d'établir un parallèle évident entre l'assassinat des Juifs d'Europe et la persécution des homosexuels. Oui, ce qui est en effet évidemment deux choses différentes. Quelle était la situation des homosexuels en Allemagne et plus largement en Europe ? Enfin, on va pas rentrer dans toute l'histoire, mais c'est important à propos de la persécution nazie. Les travaux sur cette histoire sont au fond relativement récents.
il y a une vingtaine d'années qu'on travaille sur l'histoire de l'homosexualité. Avant 1935, elle était condamnée par la loi, donc les relations homosexuelles entre hommes avec pénétration, donc c'est un cas très particulier. Et les condamnations étaient relativement rares parce qu'il s'agissait de prouver l'acte qui avait été commis. Et donc en 1935, le code pénal a été revu. Et il y a eu une aggravation de cet article de loi, l'article 175. Voilà, oui. Exactement, oui, qui oui. laissait une grande appréciation au juge. Et Florence Tamagne l'avait bien montré au moment où elle avait réalisé sa thèse sur ce sujet, qu'il y avait un certain nombre de personnes dont on ne pouvait pas vraiment prouver qu'ils étaient homosexuels, mais une fois qu'ils étaient accusés d'homosexualité, l'accusation était plus ou moins à charge et donc ils devaient trouver un moyen de se défaire de cette accusation et ça laissait une grande marge de manœuvre à la police bien entendu, mais aussi aux juges pour se débarrasser d'un certain nombre de personnes dont on voulait se débarrasser. Quoi qu'il en soit, à partir de 1935, ça a commencé véritablement à se corser et un peu plus tard, donc en 1937, il y a différentes institutions qui sont rattachées à la police allemande qui sont mises en place, donc des nouvelles administrations pour rester dans la même lignée, à savoir cette centrale contre l'avortement et l'homosexualité. C'est ça. Parce que c'est très important de voir cette vieille réprobation, cette ancienne réprobation, parce que le nazisme va jouer là-dessus, mais dans d'autres pays également. Et c'est d'ailleurs un des grands intérêts de votre livre, c'est à la fois l'histoire de la déportation des homosexuels, on va évidemment en parler, mais c'est aussi la difficulté de la mémoire. Moi, ça m'a beaucoup frappé, ça. La difficulté d'accéder à la mémoire, par exemple dans une commémoration, ou dans l'apposition d'une plaque, ou dans un monument, parce que la vieille réprobation de l'homosexualité, elle a la vie dure, et elle persiste après la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que votre livre a au moins ces deux dimensions très importantes. Mais revenons à la déportation des homosexuels. Donc, c'est réprouvé, ils peuvent être arrêtés pour homosexualité, ils sont déportés. Sont-ils déportés dans certains camps ou répartis un petit peu dans tous les camps? Et puis, dans les camps dans lesquels ils sont déportés, y a-t-il un traitement particulier? Ils sont répartis dans tous les camps et là on a un fait intéressant étant donné qu'en France et plus particulièrement en Alsace on a un ancien camp de concentration qui persiste et qui donc a été créé après l'annexion de fait de l'Alsace, donc le camp du Struthof-Natzweiler. Et là on a une particularité intéressante et ça montre bien comment ça se passe dans les différents camps, c'est qu'il y a un système d'essaimage et donc les homosexuels qui font souvent partie d'anciennes qui ont des numéros assez bas, donc qui ont de l'expérience dans le camp de concentration, vont faire partie de ces pionniers qui vont venir participer à la création de nouveaux camps, comme le camp de Natzweiler en Alsace ou d'autres camps en Allemagne, comme le camp de Dora qui s'autonomise un peu plus tard à partir de 1942. Et donc ça montre bien la particularité des homosexuels, à savoir la création d'un nouveau camp, sont des travaux assez pénibles, c'est lié la plupart du temps à la base à cette compagnie pénitentiaire, donc c'est quelque chose de punitif et c'est la particularité des homosexuels, à savoir que tous sont assignés à des tâches particulières, à des commandos de travail particuliers dont ils ne peuvent que très difficilement sortir et donc d'où se pose la question des stratégies qui peuvent être employées par ces internés pour essayer de se sortir de ces commandos punitifs dont la durée de vie est assez limitée vu que au bout de 6 mois, c'est foutu. Vous dites qu'ils étaient particulièrement stigmatisés, que à la stigmatisation générale du fait d'être déportés s'ajoutait pour eux le fait d'être homosexuels, c'est-à-dire vraiment des moins que rien, quoi. Hein, donc tout était permis. Oui, mais bon, dans le camp, faut dire, ça pouvait se passer un peu comme ailleurs, et même comme on a pu le voir en France, par exemple, en 1985, il y avait une altercation à Besançon lorsque des militants homosexuels ont souhaité déposer une gerbe, et ce qui ressort de cette altercation, c'est que certaines personnes, donc d'anciens déportés, ont dit « Ah, on aurait dû tous les mettre dans les fours, ces homosexuels ». Maintenant, ces paroles ont eu lieu 40 ans après. Ce qui se passait à l'époque, vous m'excuserez la généralisation un peu
hâtive, mais montre bien que il y avait à peu près le même type d'état d'esprit à l'extérieur du camp qu'à l'intérieur, à savoir que les homosexuels qui étaient internés en camp, beaucoup trouvaient ça très bien. Oui, il n'avait que ce qu'il méritait dans le fond. Exactement. C'est ça, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, concernant la manière dont ces personnes ont été internées, il y a quand même 60% des personnes dont l'origine de l'arrestation était une dénonciation, donc ça a tendance à prouver que... Oui. Pour faire ce travail qui est très neuf, comment est-ce que vous avez travaillé ? Vous avez travaillé... quelle source vous avez utilisée ? Est-ce que dans les archives, il est question des homosexuels dans les camps ? J'ai vu aussi que vous aviez utilisé pas mal d'entretiens. Vous avez fait 80 entretiens. Qui étaient ces personnes ? Et puis alors après, on parlera un petit peu des commémorations. Mais comment avez-vous travaillé pour réunir toutes ces informations ? Bonne question. Donc les entretiens, merci. Ce sont des entretiens que j'ai réalisés la plupart du temps avec soit des personnes qui étaient rattachées à une administration en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas, donc qui avaient à gérer cette question des revendications formulées par les militants homosexuels de la mémoire. Et donc la question qui se posait, c'était voir comment l'État répondait à ces revendications. Ensuite, il y a des militants et des militantes avec qui j'ai réalisé des entretiens. Et il y avait aussi quelques hommes et femmes politiques qui sont investis dans cette question. Et enfin, il y avait quelques anciens et anciennes déportés avec qui j'ai discuté des camps. Vous n'avez pas dû en retrouver beaucoup. Non. Mais quelques-uns, vous en mentionnez quelques-uns quand même. Oui. Et est-ce que certains d'entre eux ont écrit leurs témoignages, leur autobiographie, leur mémoire? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, mais il y a un grand problème. Et le grand problème qui réside dans tous ces témoignages, c'est qu'ils ont été écrits par quelqu'un d'autre ou publiés par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cas classique qui va être le cas de l'enregistrement. Et cet enregistrement va être travaillé pour donner un témoignage qui aura du sens pour le lecteur. Et c'est le cas de tous ces témoignages, ce qui des fois pose quelques problèmes du point de vue de la vérité du propos, si je puis dire. Oui, pour l'historien, ça n'est pas simple. Mais justement, quelles ont été vos difficultés pour faire ce sujet ? C'est pas un sujet facile du tout. J'imagine que vous avez rencontré des difficultés à plusieurs niveaux. Quel type de difficultés avez-vous pu rencontrer ? Je les ai jamais rencontrés à l'endroit où je pensais les rencontrer. C'est toujours la particularité. Oui. Je pensais que ça serait beaucoup plus difficile comme sujet émotionnellement, et peut-être que ça me poserait des problèmes à la fin de ce travail qui s'est finalement un peu imposé à moi. Et pour le moment, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, donc j'en suis satisfait. Et les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer, c'était simplement en réalisant des entretiens avec des personnes non coopératives. Mais ça se limitait à ça, mais autrement, j'ai été... Bon, ça, dans ce cas-là, si c'est pas coopératif, vous laissez tomber. Oui, oui, mais des fois, vous obstinez, je ne sais pas. Il y a des personnes dites ressources avec lesquelles ça se passe mal. Mais sinon, j'ai été très bien accueilli, j'ai trouvé ça fantastique et j'avais l'impression que quelque part, c'était un peu attendu qu'on s'intéresse à ce sujet. Et j'ai trouvé ça fantastique. Est-ce qu'il y a des équivalents de votre travail en Allemagne, par exemple, ou aux États-Unis, de la part de chercheurs américains qui s'investissent beaucoup aussi dans ces questions? Pas tellement, j'ai l'impression. La bibliographie n'est pas énorme. Et même en Allemagne, la plupart des personnes qui sont intéressées à ça, il y a deux facteurs. Premièrement, ce ne sont pas des historiens professionnels, si je puis dire. Donc ce sont des personnes qui auraient, à mon avis, souhaité faire une carrière universitaire, mais pour une raison ou une autre n'ont pas pu et donc ont dû réaliser autre chose et donc font ça à côté. Et ce travail qu'ils effectuent à côté est la plupart du temps consacré à des études micro-historiques. Donc ça va être soit l'histoire d'un camp, soit l'histoire ou la mémoire des homosexuels d'une ville précise. Et donc on a toute une quantité de petits travaux qui sont effectués. C'est utile, c'est très utile. Et il n'y avait pas trop d'études d'ensemble. Et concernant les États-Unis, c'est très intéressant. Il y a encore beaucoup de mystères concernant les États-Unis, notamment la question de l'utilisation
militante du fameux triangle rose, étant donné que, pour le moment, je ne suis pas en mesure de dire si le symbole, enfin ce signe a été véritablement réutilisé en Allemagne, en premier lieu, ou en Amérique du Nord. Étant donné que ça, c'est un peu concomitant. Au même moment, il y a des manifestations qui ont lieu. Bien entendu, il y avait des liens entre les deux. Donc, ça doit être... Toute la difficulté dans un sujet comme le vôtre, c'est évidemment de passer de la mémoire à l'histoire, de faire les deux à la fois, en quelque sorte, mais de faire aussi, c'est très important dans votre travail, que la mémoire soit respectée. Alors ça, il y a énormément de choses dans votre thèse là-dessus, et ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous comparez 3 lieux. Berlin, Paris et les Pays-Bas, enfin en gros Amsterdam, mais disons les 3 pays, ce qui vous permet d'avoir une vue comparative qui renvoie bien évidemment à la situation de l'homosexualité dans ces différents pays. Mais ce qui est quand même très frappant, ça a été la difficulté d'arriver à une reconnaissance dans la commémoration. De ce point de vue-là, j'aimerais bien que vous nous disiez quand et comment ça s'est passé. Quand est-ce que pour la première fois, les premières fois, disons, on a vu évoquer la question des déportations homosexuelles dans une cérémonie publique? Parce que moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que beaucoup de déportés ne voulaient pas. Ils disaient non, on ne parlera pas des homosexuels, un peu comme si c'était une honte de parler des homosexuels dans la déportation. Alors ça, on revient à la résistance profonde vis-à-vis de l'homosexualité. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous sans nous faire un historique, mais que vous nous donniez des exemples. On se trouve dans un problème très concret et qui a du sens, à savoir la question de la légitimité de la prise de parole. Et donc l'argument qui était invoqué par les anciens déportés et qui se tient, et peut-être même les enfants d'anciens et anciennes déportés, c'était de dire il n'y a pas de lien du sang entre ces déportés homosexuels et vous-même. Donc je parle, le vous représente les militants et militantes de la mémoire homosexuelle. Il n'y a pas de lien de sang et pour cette raison, vous n'avez pas le droit de prendre la parole ni de représenter ce groupe. Alors on se retrouve dans cette question de la représentation, à savoir qui est légitimé pour représenter un groupe, qui ne l'est pas. C'était l'argument qui était invoqué la plupart du temps, et c'est bien pour cette raison, pour prendre le cas de Paris, que dans les années 70, donc en 74-75, ça se passait très mal sur l'île de la Cité. Ça se passait mal. Voilà. Oui. Donc on embarquait les homosexuels, la police, et hop, ils n'avaient pas droit à la parole. Ça, c'est une question. Une autre question, et vous venez de parler de la question du respect de la mémoire, c'est par exemple, et moi ça me choque à titre personnel, c'est qu'on puisse en venir à piétiner des gerbes, par exemple, lorsqu'il y a ces représentants de la mémoire homosexuelle. Je pense qu'on peut tout à fait être en désaccord avec cette question. Cependant, je trouve violent d'en venir à piétiner une gerbe. Et donc là, il y a bien une violence intérieure qui qui s'extériorise d'une certaine façon. Je ne sais pas forcément à quoi elle renvoie. La plupart du temps, il est dit que, et c'était aussi l'argument qui était invoqué par exemple au camp de Natzweiler en Alsace, où depuis 20 ans, il y avait cette question d'apposer une plaque. Cependant, un ancien déporté disait tout le temps, enfin c'était l'argument qu'il invoquait, qu'il avait vu des viols dans le camp, donc effectués par un capot sur d'autres personnes, et donc ces rapports homosexuels forcés l'empêchaient de pouvoir accepter une reconnaissance de ce groupe de victimes, alors qu'on se retrouvait dans 2 problématiques totalement différentes, à savoir les relations sexuelles forcées, d'une part, et d'autre part, les déportés dits au triangle rose, homosexuels, qui la plupart du temps n'avaient de toute façon pas de sexualité à l'intérieur du camp et qui étaient ostracisés en raison de leurs stigmates. Oui, mais alors, Régis Schnagdenhoffen, à l'heure actuelle, si on regarde ces villes dont nous venons de parler, ou ces pays, où y a-t-il actuellement un monument, ce que vous appelez la mémoire de pierre? C'est très intéressant, la mémoire de papier, la mémoire de pierre. La mémoire de pierre, vous mettez les plaques et les monuments. Où est-ce qu'il y a quelque chose? Où
Mais Mémoire de pierre, mémoire de papier, c'est un hommage à Freddy Raphaël. Bien sûr. Mon professeur. Rendons-lui hommage à Freddy Raphaël. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Il y en a beaucoup et c'est très surprenant. Par exemple, il y a un monument très beau, mais je ne l'ai vu qu'en photo, à Sydney en Australie. Donc ça va très loin. Oui. Ou sinon, aux États-Unis, il y en a aussi, et il y en a en Europe dans différentes villes. Donc il y en a un grand nombre, même s'ils sont la plupart du temps très discrets, comme celui d'Amsterdam, qui est le plus ancien et qui est très discret, qu'on ne voit pas immédiatement, vu que ce sont une succession de petits triangles roses. Oui, c'est superbe d'ailleurs. La photo, vous en donnez dans votre livre, les 3 triangles, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'on se dit que ça ne doit pas se voir beaucoup. Et est-ce que vous pensez que le fait de mettre ça au niveau du sol est une autocensure ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu faire un monument plus visible de loin ? Très bonne question, parce que ce monument faisait écho à un autre monument qui est le monument qui a été inauguré en souvenir de la liquidation du camp des Tziganes à Auschwitz. Donc c'est le monument où ont lieu les commémorations en souvenir de la persécution et de l'extermination des Roms et des Tziganes, qui est un monument qui s'élève dans les airs et qui représente une famille, l'enfer du feu. Et effectivement, celui qui a été retenu pour Amsterdam est très chtonien, donc il s'enfonce effectivement dans la terre. Et je m'étais jamais posé cette question de l'autocensure. Alors, faudrait voir ça par rapport à d'autres monuments, mais celui de Berlin va dans un sens totalement contraire, étant donné que d'une part, il s'élève, d'autre part, il y a cette installation vidéo à travers laquelle on peut voir 2 personnes de même sexe qui s'embrassent. Et la particularité de ce monument, c'est qu'il est régulièrement profané et vandalisé. Ah oui. Donc, effectivement, quelque chose de très visible a aussi un certain nombre de conséquences, à savoir qu'il est vandalisé. Oui. Alors, d'autre part, ce n'est que récemment que le discours public, le discours officiel a reconnu la déportation des homosexuels. Il me semble que c'est les années 85, aussi bien de la part du président de la République allemande que en France. Non, un peu plus tard en France. Il y avait cette première... il y a eu un premier discours de Lionel Jospin, c'était en 2001. Qui a apparemment été fait au mauvais endroit, au mauvais moment, qui n'a donc pas rencontré l'écho qu'il aurait dû avoir. Et ce qui fait que le même type de discours a été repris par le président de la République, Jacques Chirac, en 2005. Oui, vous citez cette phrase, et c'est très important, les mots sont employés, mais on voit qu'il y a encore des précautions qui sont prises. Autrement dit, votre livre renvoie à un problème actuel, qui est en train de se résoudre, qui est la reconnaissance des droits des homosexuels, à tous les droits, et y compris à celui de leur mémoire et à celui de leur statut actuel. Voilà, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été présents dans cette émission. Je voudrais rappeler les titres de vos livres qui méritent la lecture et qui apportent beaucoup d'instruments de compréhension pour notre présent. Régis Schlagdenhaufen, Triangle rose, la persécution nazie des homosexuels et sa mémoire, préface d'Annette Vievorka, autrement, 2010, Laurent Joly, l'antisémitisme de bureau, enquête au cœur de la préfecture de police de Paris et du commissariat général aux questions juives, et c'est paru chez Grasset en 2011. Merci. Ce lundi de l'histoire vous était présenté aujourd'hui par Michel Perrault, équipe de réalisation Franck Lilin et Jehan Dufour. Au revoir.